Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, les carrés sont pas prêts, vous savez comment ça se passe, hein, sans parachute. Hein. Calme, tu vas c'est important. Double Zoulé dans la maison. Yes. Mon gars, mon type. En tout cas, ça fait plaisir hein, que tu sois venu. Plaisir partagé, merci à vous de m'avoir invité en tout cas. Non, normal. Donc, raconte-nous un peu ta genèse. La jeunesse de Double Zoulou. Ah. Écoutez, je parle juste du rap ou de tout en général. Non, du rap. Hein. Du rap. Ouais, on va se concentrer que sur le rap. On va pas savoir qu'au frigo c'était vide, c'était petit. On t'inquiète, on connaît. Non, de toute façon, ceux qui écoutent, ils sauront. Mais non, en vrai, je commence le rap quand j'ai 13 ans. Ok. En fait. T'as commencé bientôt, hein? J'ai commencé tôt, ouais. Je commence le rap quand j'ai 13 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ma chambre, j'avais un poste CD. Ce que je faisais au début, c'est que j'écoutais des albums de rap français et je réécrivais les paroles de ce que les mecs racontaient. Okay. Donc j'écoutais Sniper, Diams et plein de trucs et je réécrivais leurs paroles en fait. Okay. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien rigolo de réécrire, de faire des dictées, etc. C'est cool. Mais quand est-ce que moi-même je commence à faire mon truc? Et c'est comme ça en fait que je me suis lancé en écoutant. C'était en écoutant. Un morceau s'appelle 1980 de Diams. Ok. Ouais. Et c'est en écoutant ce morceau-là que j'ai écrit mon premier texte. Donc on va dire que Diams c'était vraiment. C'est ouais, bien sûr. Ouais. C'est un truc dont je suis fier, je m'en cache pas, y a pas de problème avec ça. Et c'est en écoutant en fait ce morceau-là où la prod me tabassait de ouf et j'ai écrit mon premier texte dessus. Après j'ai rencontré un gars de mon quartier, moi j'ai grandi à Melun dans le 77. J'ai rencontré un gars de mon quartier qui faisait de la musique aussi, j'allais enregistrer chez lui. On a créé un groupe, on a fait des sons, mais à l'époque c'était Skyblog, donc tout restait sur Skyblog. C'était à l'époque où les téléphones avaient l'infrarouge et le Bluetooth, donc on s'échangeait ça entre gens. Donc on va dire parcours classique, hein, quand tu. En vrai, parcours classique, pas de grand, pas d'MJC. Il y a pas de ça, mais on est entre nous, on est en indé déjà en indé. Donc, on est entre nous même très tôt. À partir de quelle période tu commences à prendre de rap vraiment très sérieusement? 2011. Ok. 2011, je commence à. En fait, je me suis séparé. Pigeon. Ouais, je me suis séparé de mon gars, enfin, je me suis séparé de mon pote. Je me lance en solo. Et 2012, en fait, je commence à 2011 à aller en studio à enregistrer. Okay. Et 2012, le premier projet il sort. À l'époque, mon blast c'était G-Wells, donc c'était J-W-E-L-Z-Z. Le projet s'appelait Rap sans paramètres. Okay. C'est une mixtape de 20 titres avec plein de phases B où. En fait, j'étale juste tout ce que je sais faire. Donc il y a de l'ego trip, il y a des thématiques, il y a plein de trucs et on avait sorti ça sur internet à l'époque. Et ensuite une longue pause de 6-7 ans où je fais rien du tout. Ah ouais. Ouais. Ok, mais c'est déjà quoi En fait, après RSP, je voulais enchaîner et les choses se sont pas faites parce que moi je voulais partir dans un certain délire et les gens avec qui je travaillais voulaient aller dans un délire un peu plus opposé et j'ai pas réussi à faire le lien entre les deux, donc j'ai rien fait. Et entre temps, moi j'étais encore en cours. Et je pense que j'ai priorisé les cours en fait avant la musique. Parce qu'à ce moment au moment où moi je sors ma mixtape, je me dis pas je vais devenir un rappeur. Je me dis juste je suis un mec qui fait du rap. Vas-y, je sais faire du rap, je rappe et puis voilà. Mais je me concentre sur les cours et en fait j'ai toujours ce truc de vouloir faire de la musique. J'écoute une prod, je pose, je vais en studio, j'arrange des freestyles, je les sors pas et tout ça. Et pendant ces 7 ans, comment dirais-je, tu écrivais entre deux ou bien même pas Ouais, j'écrivais, j'avais commencé à sortir, j'avais commencé à travailler sur un projet qui n'est pas sorti parce que manque de motivation, il n'y avait pas de stratégie de sortie. En plus à l'époque il n'y a pas le streaming, c'est-à-dire quand tu veux sortir un truc, soit tu mets beaucoup d'argent pour pouvoir faire du physique. Ouais, tu quoi, mon tu vois, soit faut mettre beaucoup d'argent pour faire du physique, soit tu sors un truc en téléchargé, mais l'impact va être beaucoup trop moindre. Est-ce que le temps que tu mets à faire un projet, est-ce que ça va être bénéfique pour toi quand tu vas le sortir, etc. T'as toutes ces questions qui se posent et en fait, à un moment donné, tu te dis bon écoute, je fais rien, comme ça au moins il n'y a pas de risque, mais t'es un peu frustré. Mais. T'as un parcours, tu sais, ça me fait penser à Hicham. Il a à peu près le même parcours que toi, hein. Ah ouais? Ça, je veux dire, ouais, donc il a commencé assez tôt, tout ça, sur un autre blaze. Ouais, il s'appelait Pacemaker. Voilà. Ah putain, tu connais, mon gars. On a fait nos devoirs. Ah, je veux dire, donc il était là, il faisait ses trucs et tout ça. Après, pendant des années, plus de son, plus d'images. Ouais, voilà.
Et après, il est revenu et tout ça. Et c'est un peu pareil. Donne, hein. Donc je reviens 7 ans après. En fait, je m'appelais plus G-Wells à l'époque, je m'appelle Double Z. Et je reviens avec un morceau qui s'appelle Les céréales avant le lait, où je fais une sorte de tutoriel sur comment manger ces céréales. C'était un truc un peu délirant, qui a bien pris, du coup. Et parce que c'est une vraie question philosophique. Hein. Les céréales, c'est avant le lait. C'est vrai. Ah, il y en a un qui est pas corda. Les céréales avant le lait. Si, mon gars, tu mets le céréal ou d'abord le lait? Je mets d'abord le céréal. Voilà, okay, on est corda, c'est bon. Sinon, j'allais te quitter, là. Non, mais puis voilà, je reviens avec un morceau un peu délirant, ça fonctionne. En fait, je rencontre un mec qui s'appelle Atis, qui fait partie du groupe 70CL, je sais pas si vous connaissez. C'est un groupe très axé Deep Set, à l'époque, il vient de 77 aussi. Okay. Atis. Oh, mais oui, voilà. mais oui. En fait, moi, je rencontre Atis. Oui. Et à l'époque, je rencontre Atis. À l'époque, il faisait même quasiment des flows de Deep Set et tout ça. Exactement. Et moi, je suis un enfant du Deep Set. C'était à deux comme ça, non? Avec Sinto, exactement, que je salue les deux, Atis et Sinto. Et en fait, moi, quand je rencontre Atis, je le découvre avec le projet d'Escobar Maxon, j'ai oublié comment, Urban Shoot. À l'époque, il faisait l'Urban Shoot, je découvre Atis, je me dis, putain, trop bien. En plus, c'est le mec du Deep Set. Et j'avais l'impression que il n'y avait pas beaucoup en France. Les mecs qui connaissaient, qui kiffaient le Deep Set comme mes potes et moi. Et j'ai la chance de le rencontrer un jour, je parle avec lui, je lui fais écouter ce que je fais, il me dit ok gros, t'es bon et tout. Moi à ce moment-là, je voulais arrêter la musique parce que je sortais plus rien. Je me suis dit ça y est, c'est bon, mon train est passé, c'est fini. Et c'est lui qui me remotive en fait à vouloir en faire. Du coup on fait les céréales avant le lait, on fait le clip, c'est lui qui s'occupe du clip et tout. Et bon retour du public. Ouais, parce que nous aussi, il gérait la caméra aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, faire de lance, et du coup en fait, à partir de ce morceau-là, je me lance sur un projet, donc du coup je rechange de blaze, je m'appelle Double Zulu, parce qu'en fait il y a beaucoup de double Z dans le monde malheureusement, et pour éviter toute confusion sur les plateformes etc, je fais une extension, je m'appelle Double Zulu, et janvier 2019 le premier projet sort, Delta Bravo Zulu du coup, DBZ1, et c'est une mixtape pareil où je suis, c'est un 12-13 titres, où je suis en train de... C'est un projet où j'étale ma technique en fait, c'est un peu une carte d'identité pour dire les gars, voilà je suis là, je suis de retour pour ceux qui étaient là avant, mais pour ceux qui me connaissent pas, voilà comment je rappe, voilà comment je fais les choses. Et voilà, il y a ça. Après, un an après, il y a DBZ2 qui sort. Là, on est plus sur un projet plus travaillé avec une vraie direction artistique, avec des beatmakers qui m'entourent et tout, avec qui je travaille. Novembre 2020, je sors Ladder Match, qui est un projet, comme je te l'ai dit en off, produit par Just Music Beat, donc un duo de producteurs marseillais, où on est plus sur un truc un peu plus plus classique, plus new-yorkais, plus Griselda, avec une touche... En fait, lui et moi, on aime beaucoup le catch. Et du coup, il fallait qu'on ait un lien pour faire un projet. En fait, on est parti d'un du coup, Ladder Match, donc match à échelle. Et on a fait un EP de 7 titres avec des références de catch, avec des prods très... un peu plus classique, un peu plus boom bap. Et voilà. Et puis un an après, me voilà de retour avec DBZ 3.0. Ok. Voilà. Non, en tout cas, bon parcours, hein. Merci donc avec des hauts et des bas. Yes. Mais quand tu reprends le jeu, tu te dis pas, bah écoute, les gens de ma génération sont déjà à un certain niveau, ça te met pas, on va dire, une certaine pression? Ah bien sûr. Parce que moi quand je sors mon premier projet, il y a plein de gens autour de moi. Des mecs comme 3010, des mecs comme Joke, des mecs comme Bibi, plein de mecs que je vois. Mais au moment où moi je sors, eux ils sont déjà à un stade beaucoup plus avancé que moi. Donc je me dis, j'ai une pression, mais elle n'est pas si énorme que ça parce que je me dis, les gars ils ont de l'avance. Et moi je suis quelqu'un qui aime bien avancer. En fait j'ai compris qu'il fallait que j'avance à mon rythme. Qu'il fallait pas que je sois tout le temps pressé de vouloir faire les choses. Parce que chaque fois que j'ai voulu me presser pour faire les choses, je me suis loupé. Quand je sors DBZ2, c'est un projet surprise que je sors pendant le confinement. Et en vrai, avec le recul, je me dis, si j'avais pris le temps de travailler, même si je sortais pas de clip, mais si j'avais le temps de travailler, d'avoir envoyé au moins un single, d'avoir envoyé, annoncé, etc., il aurait peut-être mieux pris. Mais voilà, j'en ai voulu faire qu'à ma tête, je me suis dit c'était génial. Je l'ai sorti le 6 mai parce que c'était l'anniversaire de mon frère, et je me suis dit bon, on va faire un truc un peu symbolique, et en surprise, on sort le projet. Mais avec le recul, je pense que j'aurais dû préparer mieux le terrain pour pouvoir sortir le projet. Ok. Mon gars du Bronx, hein, qu'est-ce que t'en penses un peu du projet? D'où le DBZ3. Yes. Bah écoute, c'est un album avec pas mal d'émotions. Exact. Où je ressens de la détermination
Mais je ressens que tu es un gars qui arrive avec beaucoup de détermination, mais tu es conscient du prix à payer. Ouais. Je m'explique. Par exemple, quand tu vois par exemple Joe Pepsi, déjà tu arrives descendant d'esclaves. Déjà tu donnes le ton. Ouais. Tu parles de descendant d'esclaves. Et tu dis par exemple, si on ne vise pas la tête, au moins on vise le panier. Ouais. Il y a des phases comme ça où tu vois le son Mojo avec une énergie qui arrive, qui monte. Yes. Tu vois par exemple triple-double, personne ne pratique personne ne pratique une vie sans défaite. Sans défaite. Ou même il y a le son single en hiver où Singe en hiver, ouais. tu Comme, parles. comme toi, mon frère, singe en hiver. Singe en hiver, c'est ce que j'ai dit. C'est des singles en hiver. Mais Non, c'est pas pardon, grave. Singe en Y hiver. a pas de parachute. Ah, pas de parachute. Hein. Ah, du Bronx, c'est. Zéro parachute, frère. Ouais, Zéro. ouais, Singe en hiver, ouais. Singe en hiver où Yes. tu parles où on reçoit un plafond de verre. Où Ouais, t'es un peu- clairement, T'es un peu enfermé dans quelque chose et t'as envie de libérer quelque chose. Clairement. Tu parles beaucoup de tes parents, ta famille, Ouais. de ta mère. Notamment, tu parles les larmes, tu parles des larmes de ta mère. Ouais. Tu parles de la colère de de la mère et de ton père. Yes. Exactement. Donc on sent que t'es déterminé, que t'as envie d'aller... t'es même revanchard. Et quand t'expliques effectivement tes 7 ans de parenthèse, Je t'en mets effectivement, pas, mon type. on le comprend. Yes. On sent que t'es revanchard. Mhm. Maintenant, dans la direction artistique, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné. Dis-moi. C'est que dans ce genre de sujet que tu amènes, je m'attendais à un truc avec pas mal de bangers, pas mal de peps. Ouais. D'ailleurs, au début, on sent que tu le donnes ça, Ouais. mais tu donnes pas ça à fond. Alors, on sent que c'est fait exprès. Et puis, au fur et à mesure du projet, eh ben, l'énergie elle retombe et C'est totalement. rebaisse, c'est ça rebaisse, totalement, ça rebaisse. c'est totalement voulu. ça rebaisse. Mais c'est toujours maîtrisé. Hein. Ouais. Mais moi, ça m'a surpris. Ça t'a frustré? Non, pas frustré, Ah, surpris. ouais. J'ai pas frustré, non, parce que on sent que c'est maîtrisé. Ouais. J'aurais été frustré si tu aurais voulu le faire, Mhm. mais tu aurais manqué de souffle. Alors, Ouais, que c'est pas ça du tout. T'as baissé la chose, et moi j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Alors- Les sujets que tu amènes, c'est vraiment des sujets très forts, très poignants, avec beaucoup de revanche, beaucoup de détermination, beaucoup de comptes à régler, entre guillemets. Mhm. Mais Tu perds en intensité. ça perd en intensité. En fait, pour me défendre, j'ai l'impression que c'est mon procès. non, je suis pas. Non, t'inquiète, je rigole. Ouais. Non, en fait, pour me défendre, en fait, DBZ 3.0, c'est le premier projet de ma vie où je suis à 100% sur la DA. Où tout est, où je calcule tout ce que, enfin, pas je calcule tout ce que je fais, mais je sais ce que je fais, je sais où je veux aller. J'ai pas construit ce projet où je me dis, tiens, je vais mettre tel morceau là, tel morceau là. Je sais comment les morceaux j'ai voulu les mettre. C'est totalement maîtrisé, c'est totalement voulu parce que au fil de ma carrière, j'ai compris qu'il y avait des gens qui m'appréciaient parce que je savais faire des morceaux où ça kickait et qui m'appréciaient parce que je faisais des morceaux où je parlais de moi, où j'étais beaucoup plus introspectif. Et en fait, il fallait que je trouve un compromis entre les deux. Je pouvais pas faire 10 titres avec que des morceaux où ça kick et je pouvais pas faire 10 titres avec que des morceaux où je fais que parler de moi, etc., etc. Donc il fallait que je trouve un compromis. Et dans la direction artistique que j'ai amenée, la première partie du projet, elle est beaucoup plus dynamique, où ça kick, etc. Et la deuxième partie du projet, elle est beaucoup plus introspective. C'est totalement voulu. Et en fait, j'ai voulu l'amener petit à petit via les sonorités. Tu vois, quand tu commences le projet que ça s'appelle Hippopète, ça tape fort. Le boulot qui arrive ensuite, ça tape. Joe Petit, le Mojo. Et dès que tu arrives à triple-double, ça tape, mais ça tape avec une sonorité différente. Et ensuite, plus tu descends dans le projet et plus tu descends un peu dans le sombre où je parle de moi, en fait, tout simplement. Et encore une fois, je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais quand je parle de moi, qui m'aiment moins quand je kick et vice-versa. Et mon objectif, c'était de mettre les deux camps d'accord. Tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, le projet perd en intensité, mais c'est voulu. C'était D'accord. calculé, c'était dans la direction artistique. Mais même au début, quand tu mets du peps, Ouais. j'ai l'impression que tu te retiens, tu mets pas toute la gouache. Tu trouves? Bah, je pense que tu pouvais donner plus de gouache au départ, Ouais. mais je sais pas pourquoi, on dirait que tu veux pas mettre toute l'intensité.
Peut-être que, franchement, je sais pas. Peut-être que j'attends d'un prochain projet pour mettre plus de patates. Peut-être que moi, j'étais satisfait en écoutant les morceaux que j'ai fait de la patate que j'ai mise. Je me suis dit, franchement, moi, ça m'allait. Et en vrai, je me suis contenté de ça, tu vois. Mais il n'y a pas de... Je pense pas que je pense pas m'être retenu d'envoyer de la gauche. Je pense que la gauche que j'ai envoyée, c'est la gauche que je voulais envoyer. Et moi, en faisant en réécoutant mes projets. De toute façon, comme je dis, je suis mon premier fan, je suis mon premier hater. Ça veut dire que quand j'écoute ce que je fais, il faut que je pète ma tête. Il est hors de question que je sorte un son en étant genre en mode ouais, ok, ça passe, tu vois. D'accord. Si le son, moi, il me fait pas mal. Si moi-même, le son me fait pas mal au crâne, je le sors pas. Et sur les 10 titres que j'ai sortis, moi, les 10 me font mal au crâne. Chaque fois, en fait, c'est une fierté pour moi d'écouter ce projet. Tu vois, il y a des gens, moi je sais pas, mais moi en tant que rappeur, j'écoute mes projets pour savoir où est-ce que je peux m'améliorer, mais je les écoute aussi parce que j'aime bien ce que je fais. Mais est-ce que quand tu écoutes tes sons au final, où tu bouges la tête, est-ce que tu as vraiment ce recul? Parce que c'est pas évident en fait. Hein. Parce que des fois, il y a des C'est clairement pas évident. Tu peux dire que c'est bon. Bien sûr. Mais en fait, c'est pas bon. Et surtout que moi, j'ai la tête. Quand je fais le projet et quand je l'écoute, j'ai la tête dans le guidon. Donc moi, effectivement, je me dis, ouais, ça défonce. Mais il se peut que la personne à qui je le fasse écouter à côté me dise, ouais, bof, tu vois. Donc, mais en fait... Comment tu peux jauger tout ça alors toi, tu dis que c'est bon, ton gars dit non, mais c'est pas bon. Alors, il y a la première chose, c'est que j'étais hyper confiant. Là où sur mes projets précédents, je me dis, ok, je fais de la musique, c'est cool, je fais du rap. Mais je pars avec une petite crainte. Quand je prépare DBZ 3.0 et quand il est prêt à sortir, je suis hyper confiant. J'ai pas une once de doute, je me dis pas que le projet va être nul, etc. Et surtout qu'en fait, avec le temps, je me suis auto-saucé dans le sens où je sais que je suis chaud. Tu vois. En fait, ce gain de confiance énorme a fait que j'étais confiant quand je sortais le projet. Là où avant, je me disais, ok, je sais rapper, j'ai de la technique, je sais faire des lignes, j'ai des punchs, je sais faire des jeux de mots, etc. Aujourd'hui, je sais que je suis chaud. Et encore une fois, c'est pas de la vanité, c'est juste mon ressenti personnel. Il y a personne qui peut venir me voir en face et me dire, ouais, gros, tu sais pas rapper. C'est ça, en fait. Mais quand tu dis t'es chaud, donc à quel niveau? Dans le rap français, dans le rap jeu. Dans le rap jeu, je suis chaud. T'as ta place dans le rap jeu? Moi, je pense que j'ai ma place. Maintenant, il suffit pas juste de le dire pour le faire. Faut aussi travailler, faut continuer à sortir des projets, faut faire mieux, tu vois. Là, je sors DBZ 3.0. En vrai, j'ai une pression derrière parce qu'il faut que je fasse mieux sur le prochain projet. Si je fais pas mieux, tu vois, c'est compliqué. Et c'est une pression constante. Et avant, j'aimais pas cette pression. Je voulais pas admettre d'avoir cette pression parce que j'avais pas envie, j'avais trop peur de me foirer. Et aujourd'hui, après ce projet-là, j'ai la pression, mais c'est une pression positive parce que je me dis, je vais retourner dans ma chambre, je vais réenregistrer des morceaux et je vais faire mieux. Je vais peut-être prendre plus le temps de faire les trucs. Et je vais assurer. Non, c'est ça, parce que même sur le morceau Un singe en hiver, à un moment tu dis oui, faut cracher de l'oseille pour se faire connaître. Au final, j'ai plus dépensé que ramasser. Yes. Donc après tu dis, je sais pas si je suis en dépression, mais je suis dans une pression. Demande à Nesbitt s'il a trouvé une réponse à ces questions. Yes, j'ai fait mon gars. La ref, hein. La ref, là. La formule. La ref, elle était... Pour la métaphore que je donne ça, j'ai fait une bête. Ouais. Ah oui, hein, donc c'est ça. Hein. Donc t'as plus dépensé que ramassé. Hein. Ouais. Ouais, bien sûr. Après, moi, en fait, sur ce projet-là, je voulais être le plus réaliste possible. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de cette partie réel et rêve. Moi, je suis clairement... Sur ce projet, je suis dans la réalité totale, tu vois. Et Singe en hiver en particulier parce que... Ça, c'est mon meilleur son, hein. Franchement. Merci beaucoup. Singe en hiver. C'est vrai, c'est mon meilleur son. En fait, rien que le titre, rien que le titre. En fait, c'est un état des lieux de comment moi je me sens dans le rap français. Tu vois, même dans un premier couplet, je parle de plafond de verre, je dis le rap français, si la famille va te faire enculer. Parce que je commence à connaître un peu les rouages de l'industrie. C'est un milieu hypocrite, on va pas se mentir. Mais c'est comme ça. Soit t'acceptes les règles, soit tu les acceptes pas et tu sors. Ça fait partie du jeu. C'est le jeu. Et quand je te parle de j'ai plus dépensé et tout, c'est réel. Tu vois, aujourd'hui, je suis pas l'artiste qui fait le plus de streaming en France. Donc forcément, il y a pas beaucoup, il y a un peu d'argent qui rentre, mais quand faut faire un clip, faut dépenser de l'oseille. Quand faut faire de la promo, faut dépenser de l'oseille. Tu vois, il y a tous ces trucs-là, et t'as pas forcément ton retour sur investissement. Tu vois, moi, j'ai mis de l'argent dans mes projets, j'ai investi du matériel
j'ai investi du matériel grâce à l'argent que j'ai gagné, grâce à l'argent du rap. Mais tu fais quand même des dépenses, tu vois. Et moi, j'ai de la chance de travailler avec des gens pour qui j'ai de l'amour et qui ont de l'amour pour moi. Donc du coup, les choses se font simplement. Mais pour quelqu'un qui débute le rap et qui connaît personne, tu vas aller en studio, faut payer. Tu veux faire un clip, faut payer. Tu veux des prods, faut payer. Tu veux faire de la promo, faut payer. Non, sans aucune garantie de récupérer ton oseille. Si demain tu sors t'as mis 3000 € dans un projet et que tu fais un projet qui fait 10 000 streams par exemple, tu récupères pas ton oseille. Tu vois. C'est un gras de la musique. Tu vois. Et en fait, c'est aussi pour moi une façon pour les gens qui écoutent et qui veulent se lancer dans le rap, d'être conscient de dire les gars, vous voulez faire, enfin les gars comme Lego, vous voulez faire du rap, c'est très bien. Moi j'encourage les gens à faire du rap, mais vous dites pas que le rap c'est tu claques les doigts et puis tout se passe en fait. Il y a du travail derrière. Il y a du travail, il y a de l'argent. Sauf si t'as un coup de chance, si demain tu fais un freestyle comme ça devant ta caméra et qu'il y a un mec qui te repère et qui vient qui te produise, donc du coup qui te dépense de l'argent pour toi, c'est tout bénef, tu vois. Et si ça arrive, je suis très content. Moi j'ai pas eu la chance d'avoir ça, tu vois. J'ai pas un grand frère de la cité ou qui que ce soit, un mécène ou peu importe qui soit venu me voir, qui pourrait me dire ok. Ah, fallait venir chez Camus, hein. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, viens, je te produis, je mets de l'argent sur toi, genre tu deviens mon cheval de course et voilà, je mise sur toi et puis let's go, tu vois. Donc c'était soit je faisais tout pour arriver à ce niveau-là, soit je faisais juste tout pour faire ma musique et la diffuser comme il fallait, tu vois. Donc c'est ça. Non mais c'est ça. Non mais malheureusement, Nesbill, il est toujours cité, mais il est toujours cité comme quoi, bon, c'est toujours été c'est un roi sans couronne. Un échec. À chaque fois qu'on parle de Nesbill, Comment il y a une mauvaise référence. Hein. Non, c'est pas de mauvaise ref. En fait, en gros, il a sorti le terme. Et le terme que lui-même en vérité s'est donné, roi sans couronne. L'image en fait, elle est forte en fait. Et on peut pas mentir. En fait, il faut prendre la chose, il faut prendre le truc dans la chose inverse. C'est comme le dicton qui dit ces gens-là ils ont marché pour que nous on puisse courir. Exactement. Tu vois tout ce que des mecs comme Nesbill, Salif, Despo, Nubi, tous ces mecs-là qui ont un énorme succès d'estime dans le rap mais qui n'ont pas eu de single d'or ou de gros certifs, etc. Ils ont fait plein de choses pour que nous on puisse être beaucoup plus à l'aise. Après, il y a aussi une question générationnelle. Je pense qu'un mec comme Nesbill, s'il pète le score au moment où s'il explose au moment où il y a le streaming, où il y a Internet, etc., c'est pas la même chose. Tu vois, je pense qu'il aurait il aurait des certifs, il aurait plus de succès d'estime. Mais il faut pas se dire, faut pas prendre ce truc frustrant de se dire ouais, c'est des mecs qui ont fait de la musique, mais ils ont jamais pété, etc. Ils ont des classiques ces mecs-là. Ouais, mon gars. Moi je suis d'accord avec. Il faut aussi les remercier parce que sans ce qu'ils ont fait, merci. Moi j'aurais, tu vois, Saint-Jean-Hiver, il aurait peut-être pas été le même si j'avais pas. Merci, si j'avais pas. Merci. Moi je suis d'accord avec toi. Non, mais va leur demander là si à ce ils sont pas frustrés. Mais moi, je sais qu'ils sont frustrés. En fait. Moi, franchement, je le sais. On va lancer un débat. Est-ce que dans le rap français, les artistes ont besoin de psychologues? Mais bien sûr, bien sûr. Comment? Bien sûr. Dis-moi, on sait, il y a beaucoup de réussites, hein. Il faut voir les cadavres qu'il y a derrière. Mais comment je veux dire? Mais comment l'histoire de génération sacrifiée, c'est pas. C'est pour ça que quand tu signes, je pense qu'il faut avoir un concept pour avoir un psychologue. Bien sûr qu'il faut un psychologue. Non, mais les mecs, en fait, on parle comme ça. On parle comme ça. C'est sérieux. Mais c'est sérieux, mais c'est normal. Mais bien sûr. De quoi on parle en fait? C'est normal. C'est pour ça que, ok, ils ont des classiques et tout ça, des artistes comme toi, tu peux avancer et tout ça. Ouais. Mais moi, si demain, j'entends qu'il soit frustré. Mais mon gars, Van Gogh, il prenait du cash ou pas? Van Gogh aujourd'hui, on en parle et tout dans la terre entière. Van Gogh, tu penses qu'il prenait du cash? En fait, il y a un moment donné où en fait, en gros, les mecs et tout, faut pas se mentir. Là, en fait, on parle comme ça parce que notre musique en fait est devenue en fait un business. C'est parce que c'est devenu un business. Mais en fait, ça va au-delà. Les mecs, c'est de la culture. Non, c'est de la culture. Ça veut dire que nous, c'est notre boulot à nous, en fait, justement. Non, de pouvoir relayer, en fait, des mecs comme ça. Non, parce que c'est des mecs, en fait, comme il est en train d'expliquer, qui ont pavé le chemin. Tu vois? Donc, on est là et tout, on est content de dire, ouais, un tel a streamé ou bien a vendu, quoi, et tout. Mais faut rendre à César ce qu'il y a. Mais après, j'entends qu'il soit frustré
Et moi-même, en tant que rappeur, des fois, ça m'arrive d'être frustré quand tu sors un son et que il stream pas comme tu veux ou tu fais pas les vues que tu veux. T'es frustré. Mais c'est une petite frustration par rapport à des mecs qui ont une carrière frustrante. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs partout où tu vas, ils mettent tout le monde d'accord. Tu vois, tu parles de Nesbill, tout le monde va dire c'est validé. Tu parles de Despo, on valide tous ces mecs-là. Mais ils ont pas de certif, ils ont pas le succès qu'ils auraient voulu avoir parce qu'ils sont arrivés pour plein de circonstances. Mais c'est tout. Et tu vois, je reviens sur ce que tu disais par rapport aux psychologues. C'est comme les sportifs. Si demain tu prends un jeune de centre de formation, tu dis gros, c'est toi le meilleur du centre, tu vas casser le score, continue à bosser, tu vas devenir le futur intel, et que tu signes un contrat aspirant, tu joues un peu en équipe première et que ça le fait pas, qu'on te renvoie en bas, que tu vas ensuite faire des prêts à gauche à droite, c'est frustrant, faut gérer ça. C'est une pression qu'il faut gérer. Et ces mecs-là, c'est pareil. Mais c'est n'importe quel rappeur. On peut venir moi me voir et me dire gros, t'es trop chaud, t'es hyper chaud, franchement, tu vas tout péter. Mais si demain je sors un projet et que ça le prend pas, je me dis mais attends, soit le mec il m'a menti, soit il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire, c'est pareil. Non, c'est clair. Bien sûr qu'il faut... Et ça, on a longtemps voulu nous faire croire que c'était facile à gérer, que pour un être... Et encore une fois, les artistes sont des êtres humains. Tu vois, et on peut nous faire croire que oui, c'est facile à gérer, que oui, ok, on t'a fait croire que t'allais briller, tu brilles pas, bon, c'est pas grave, tu vas rebondir, etc. C'est hyper compliqué. Non, c'est compliqué. Parce que c'est des promesses qu'on te fait, on te promet monts et merveilles, et tu finis dans les bas-fonds, les bas-fonds. Il faut gérer ça. Tu te rends compte, on te voit dans les bacs, on te voit à la TV, tout ça. Mais bon, on va prendre une baguette. Mais en fait, les mecs, c'est pour ça que c'est beau. Hein. Les mecs, faut même pas mentir. C'est pour ça que c'est beau. En fait, en gros, faut pas mentir. En fait, c'est en vrai. Ma vision est peut-être cynique, tu vois. Mais en fait, ça veut dire que justement, c'est parce que tu vois, il y a des mecs en fait qui sont super forts, qui montrent en vérité donc le chemin, qui se rate. Que en vérité, cette discipline en fait, elle fait autant kiffer. Parce que t'as des mecs en vérité qui sortent de nulle part et qui sont là, qui deviennent en vérité des rois tout d'un coup, et tu dis mais lui je l'avais pas vu venir. Si en vérité c'était aussi simple et que en fait c'était mathématique pour de vrai, toi en vérité t'as ça et tu prends, en fait franchement je pense qu'il y aurait beaucoup moins de kiff. Oui, clairement. Il y aurait beaucoup moins de kiff, tu vois. Après, je suis totalement d'accord avec toi. Après, moi, je suis quelqu'un qui pense aussi à la partie humaine de la chose, tu vois, de me dire, le mec, il peut avoir 40 000 classiques. C'est le jeu. Ouais, non, mais je sais que c'est le jeu. Après, c'est le jeu et c'est la vie. Bien sûr. C'est que tu peux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça n'a pas fonctionné, bah, c'est tout. Ouais, mais non, mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Non, moi non plus, je suis pas d'accord parce qu'en vrai, tu sais quoi, ces exemples-là, en fait, tu peux les transposer en fait dans tous les domaines et dans toutes les activités. Ouais. Tu vas dans le sport, tu trouveras toujours. Aujourd'hui, en vérité, on est là. On peut te sortir en vérité des mecs qui ont joué au foot en fait avec Cristiano, et les mecs, on va dire et tout que dans toutes les catégories de jeunes, ils étaient plus forts que lui. Et on va dire que c'est sur lui qu'on misait, et finalement, tu vas voir que le mec, en fait, il est là et tout, il est au quartier. Il y a toujours ce truc-là, en fait. Ouais, bah donc, dans tous les trucs. Je reprends ce que je dis, ça reste que du peur, comme ça reste que du foot. Comme à un moment donné, s'il y a une chose qui ne fonctionne pas, bah, tu passes à autre chose. Ouais, bien sûr, mais... Et dans le peur, faut pas oublier qu'il n'y a pas que derrière le micro que ça fonctionne. Hein. Ça peut fonctionner bien aussi. Sûr. Et j'aime ce que tu viens de dire parce que justement, c'est pour rebondir, en fait, faire la ref, en fait, à l'album de Rof, que tu écouteras. Le morceau qu'on parle justement avec Jiménez. Ouais. Il y a une phase en vérité qui m'a fait super kiffer, dans lequel où en fait Jiménez en fait elle dit aujourd'hui en vérité c'est plus la monnaie qu'on cherche, c'est le bonheur. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y a un moment donné où tu vois tout ce truc là en fait, ça veut dire que tu vas arriver en fait à un certain niveau en réussissant ta carrière. Mais c'est pas parce que tu vas réussir ça qu'en fait, en réalité, que ça ira bien. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est pour ça que je suis corda avec lui quand il dit tout. Les mecs, c'est de la zik derrière à des choses en fait qui sont bien plus sûr. importantes. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Et surtout, il y a d'autres places à prendre dans la musique que le micro. Voilà. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Exactement. Si t'as cet amour-là, si t'as cette approche-là, si t'as la tête pour. Mais va dire à un mec qui a fait 15 ans de rap que vas-y, c'est bon, gros, lâche le micro, va produire un petit. C'est frustrant, frère, il y a de l'ego dans le rap. Je sais bien, mais comme il a dit là, il y a pas longtemps, ça arrive dans tout. Non, mais bien sûr, mais c'est un travail de longue haleine de tuer son ego. Moi, j'ai parlé avec des mecs qui, aujourd'hui, continuent à faire du rap et qui produisent parce qu'à un moment donné, truc. Mais pour eux, c'est toujours la compète. Tu vois, et c'est compliqué pour un rappeur aussi de produire parce que t'es en activité et tu produis un mec.
T'es forcément en concurrent avec lui. Forcément en concurrence, pardon. Il faut choisir. Ça fait partie du combat de l'être humain, Bien savoir sûr. gérer ses frustrations. Ouais. C'est pour ça que quand on dit quand tu es un marmot, la première chose que tu lui apprends, c'est gérer la frustration. Bien sûr, mais Il regarde. dit non, et c'est non, c'est tout. Et il comprend que c'est non. Moi, quand je commence à travailler sur DBZ 3.0, j'ai plein de questions qui tournent dans ma tête. Je me dis, est-ce que je fais ça pour de la musique? Est-ce que je fais ça pour mon kiff? Est-ce que je fais ça pour l'argent? C'est quoi la finalité du truc? Et en fait, je me suis donné 40 000 objectifs différents pendant tout le processus. Je me suis dit, si je le fais, c'est pour faire de l'oseille, c'est pour en vivre. Si je le fais, c'est pour ceci, cela. Et en fait, la finalité, elle est où? Je suis juste un mec qui est passionné de musique. Donc je fais de la musique parce que je suis passionné. Maintenant, si demain ça me rapporte de l'argent, tant mieux. La passion sera plus grande encore. Tant mieux, la passion sera plus grande, on ira chercher plus d'oseille. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça rapporte pas d'argent, tant pis. Moi, le but, c'est de sortir les projets dont je suis fier et que les gens y valident, en fait. Mais je suis plus dans un objectif constamment pécunier de me dire ouais, faut que je fasse de l'oseille, faut que je ramasse tant d'argent, faut que nanani, faut que l'argent que j'ai investi dans le projet, faut que je le récupère immédiatement. Moi, c'est juste un kiff. Ouais, et je pense que DBZ 3.0, je parle beaucoup de ce côté ouais, faut de l'argent, etc. Mais Dieu merci, je fais de l'argent autrement. Non, mais franchement, t'as tout dit, hein. Tout dépend où tu vas. Si de base c'est un kiff, après, si demain ça pète, ok, mais ça ne sort plus. Voilà. Mais tu sais qu'à côté, t'as pas mis toutes tes billes dans ça. C'est plus important. Moi, mon objectif principal, c'est que j'ai à boire, j'ai à manger, je peux me vêtir, etc. Moi, je suis terre à terre. Je suis un mec j'ai des besoins primaires comme tout le monde. Faut que je sois vêti, il faut que je sois nourri, il faut que je sois, tu vois, tous ces trucs-là. Pour l'instant, c'est pas le rap qui me permet de faire ça. J'ai un travail qui me permet de faire ça. Si demain le rap me permet de faire ça, tant mieux, j'y vais, tu vois. Mais ça va être un boulot monstre, il va falloir cravacher tout le temps, il va y avoir des embûches, mais vas-y, on y va. Comme il y en a des embûches dans tous les domaines. Mais, pour l'instant, c'est un kiff. Et tant que ça reste un kiff, moi, ça me plaît. Ok. Et peut-être que c'est parce que c'est un kiff que ça va me mener vers d'autres horizons. Ouais. Mais si alors tu commences à buzzer, tu vas toujours travailler? Ça dépend combien le rap me rapporte. Tu vois? Parce que des fois, généralement, les artistes, quand ils commencent à buzzer, ils sont pas encore certifiés, mais ils veulent plus travailler. Franchement, ça dépend. Si demain j'ai une sécurité financière avec le rap, vas-y, let's go, tu vois. Ça dépend de la taille du buzz. Ça dépend de la taille. Franchement, ça dépend de plein de paramètres, tu vois. Mais j'en parlais la dernière fois avec un pote, je disais, gros, si le rap me ramène un SMIC, ne serait-ce que par mois, je lâche pas ce que je fais, mais c'est un bonus pour moi. Et c'est très bien, tu vois. Je serais très heureux de me dire que, ok, à chaque fin de mois, j'ai un SMIC qui tombe grâce à la musique. C'est très très bien. Et il faut aussi que... Moi, quand je fais DBZ 3.0, c'est aussi une façon pour moi de mettre les choses à plat et de mettre les choses à terre, de dire, moi, je vends pas de rêve. Tu vois, ma musique, c'est pas... on en parlait tout à l'heure, ma musique, elle vend pas de rêve. Tu vois, si demain, je dois dire que mon frigo, il est vide, je vais te dire, mon frigo, il est vide. Je dois dire que je mange des pâtes, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Parce que je rappe ce que je vis, il y a pas de problème avec ça. Et on est tombé dans un truc où on est beaucoup dans le... vas-y, je roule en féfé, je roule en ceci, je roule en cela, je porte du Gucci dans les péclis, etc. Et forcément, ça incite les gens à vouloir faire du rap. Parce qu'ils se disent, putain, mais si je fais du rap, je pourrais moi aussi m'habiller en Gucci, en Palm Angel, je pourrais rouler dans des grosses voitures, etc. etc. C'est pas le cas de tout le monde, les gars. Pas du tout. Tu vois, et les clips, et les clips, c'est une facette, tu vois. Enfin, si demain, moi aussi, je peux trouver un plug avec un styliste, il m'habille en Gucci, je paye une location d'une villa, je prends un drone, une caméra, et vas-y, on fait un clip, et je te vends du rêve de fou malade. Mais moi, quand je finis le tournage, je rentre dans mon 93, et je mange des pâtes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi, c'est clair, hein. tu vois, et c'est pour ça que, même quand je fais des clips, je veux pas me prendre la tête, parce que faut mettre de l'argent quand tu fais des clips. Et moi, je suis indépendant, c'est mon propre argent qui est investi dans ma musique. Tu fais tout en indé? Je fais tout, je suis signé en distribution chez Believe, mais après tout le reste, c'est moi, tu vois, je t'ai dit, j'ai pas de producteur, y a pas un mec qui investit de l'argent sur moi. Si je dois faire un clip, ça sort de ma propre poche, s'il faut payer des prods, ça vient de ma poche, etc. T'es chaud, et j'enregistre chez moi. Tu vois. Parce que mettre 50 €, 30 € l'heure, etc., c'est bien, c'est très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment, ça coûte, tu vois. Si j'avais dû prendre 2 heures pour chaque morceau que j'ai fait sur DBZ3, à 25 € l'heure, ça me revient à 500 balles de faire un projet, tu vois.
Non, franchement, t'as tout dit, mon type. Hein, ça fait partie du game, hein, la réalité du game d'un artiste indépendant. Hein, tu vois, je veux dire. Adax, qu'est-ce que t'en pensais du projet, hein, parce qu'on n'a pas encore eu ta version. Ah, ok, bon. En tout cas, moi, déjà, j'étais... comment dire, j'ai été interpellé par le blaze. Est-ce que tu connaissais d'abord Non, franchement, je connaissais pas. Le double. Je connaissais pas le double, mais quand tu m'as dit, ouais, tout, faut écouter double Zulu, je dis, Zulu. Ok, le double. Et en fait, j'ai commencé à écouter le projet. Et j'ai envie de te dire que moi, dans un premier temps, j'étais sur la même longueur d'onde que mon gars Dubé. Mais juste dans un premier temps, calmons-nous. Hein. Dans un premier temps. En fait, le morceau s'appelle Hipopète. Quand ça commence, en gros, c'est un morceau en fait énergique, tu vois, qui, j'ai envie de te dire, qui pourrait se rapprocher un peu d'un banger, un peu, tu vois. Mais effectivement, tu vois, sur le morceau, en fait, il y a une sorte d'ambivalence en fait, où en fait il y a de l'énergie. Il y a de l'efficacité, mais on se dit, en fait, il aurait pu être plus efficace. Mais j'aime beaucoup derrière, en fait, les bacs. Ok. Hein, tous les bacs Furlinga là derrière, là, tu vois. Ah ouais, en fait, ça envoie, en fait. J'aime bien ce truc-là. Je me dis, ouais, ça... Et j'écoute et je me dis, en fait, c'est... Ça envoie, mais en fait, c'est risqué. Est-ce que les mecs, ils comprennent ce qu'ils disent derrière? En plus, pour rebondir, parfois même les bacs là, ils prennent beaucoup de place. Hein, ouais, dans le son, justement, tu vois. Et franchement, je trouve que, justement, ce truc-là, je trouve ça super intéressant. Mais je me dis, mais... Et ma première réflexion, c'est... Mais en fait, à qui il parle? Vraiment, tu vois. Parce que je sens qu'il y a une efficacité à un truc et tout, mais je me dis, en fait, pour l'auditeur moyen ou lambda sur le marché francophone, est-ce qu'il comprend le truc en fait? Pour moi, le Lingala en fait prend trop de place en fait avec les bacs derrière. Et je me dis waouh. Mais moi j'aime bien, tu vois. Et je me dis bon, peut-être que ça manque d'efficacité, mais moi j'aime bien, tu vois. J'écoute le boulot, ouais c'est cool. Joe Pesci, ouais. On rentre dans le mojo et je me dis ah mais en fait c'est ça son délire. Et en fait, tu sais que les 3 premiers morceaux avant, quand j'écoute, bah en fait, ouais, je vois que tu sais rapper, je vois que les trucs en vérité sont bien faits, mais je ne te vois pas sortir ton épingle du jeu. Mais dès qu'on rentre dans le mojo, je me dis, en fait, il y a un truc qui est intéressant. Et quand on rentre dans le triple-double, alors là, tu m'as touché. Quand on rentre dans le triple-double, là, tu m'as touché pour de vrai. Et bizarrement, même quand tu rentres dans le mojo là, c'est déjà un peu ralenti, mais c'est là que tu sens le plus d'énergie, bizarrement. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais vraiment, tu vois, triple-double et tout, en plus, hein, dédicace et tout à notre gars Bibi. Ah, il était ici. Je fais, ouais. Après, c'était la compète. Enfin, la compète. Bibi et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et j'avais à cœur de l'inviter sur ce projet-là parce que c'est un de mes rares potes dans le rap. Ok. Et on avait déjà prévu de faire un morceau, on l'a pas fait. Il m'a ramené celui qui a ramené la prod d'Artounoc. Ok. Shout out à lui d'ailleurs. Et quand il me donne la prod et que j'écoute, je me dis putain, on peut faire un truc de ouf. Et en vrai, ça matche fort. Ouais. Ça matche fort. Et franchement, je suis là, et quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, moi, je veux qu'il me ramène que ça, en fait. Je me dis, en gros, j'ai l'impression que juste avant, en fait, tu veux nous montrer, en fait, ce que tu sais faire. Mais en vrai, nous, on veut que tu nous ramènes ça. Parce que quand tu nous ramènes ça, en fait, très peu de gens dans le game aujourd'hui peuvent nous ramener ça. En cette sauce-là. Et j'entends toutes tes influences. Et ça n'a même pas menti. On est là, on a allumé les micros. On a mis en fait le son off, on t'a posé la question, c'est quoi? T'as même pas bégayé, t'as répondu. Je me dis, mais en fait, mon gars, mais ramène-nous Dipset ici, en fait. On est des enfants de la East, nous. Hein. Mais ramène-nous, pourquoi? Parce que la musique, en fait, fonctionne comme un cycle. Ouais, bien sûr, clairement. Tout à l'heure, en fait, on en parlait, on va refaire la ref. Et Roach, aujourd'hui, s'il revient,
c'est parce qu'en fait, il y a un cycle qui tourne. On en a marre des rap bêtes et méchants. Bah, regarde, tu vois, on en a marre de l'autotune, on en a marre. En vrai, on en a marre. Il y en a trop. Donc quand tu reviens en fait à des fondamentaux, ça fait plaisir. D'où en vérité le fait que Benjamin Epps soit venu, tu vois. Je te mens pas. Aussi fort qu'il l'est, s'il était venu il y a 5 ans, on n'aurait pas écouté. Bah oui, bien sûr. Tu vois. Parce que en fait, la musique, c'est un cycle. Ouais. Tu vois qu'il y a Griselda qui est arrivé. Voilà. Les gens, au début, se disaient, mais c'est qui ces mecs, ils ont la trentaine passée. C'est qui ces vieux briscards qui font du rap et tout. Mais les mecs, ils kickent, gros. Exactement. Les mecs, ils kickent. Et les gens, ils se disent, non, franchement, les gars, nous, on veut ça, tu vois. Et ça manque. Mais tu sais que nous, on en parle en France, parce qu'en France aussi, on a un truc. Mais frère, aux États-Unis, c'est pareil. Les gens, ils en ont marre d'entendre totalement. Du full autotune. Exactement. Des rythmiques toujours similaires et tout. Exactement. Les mecs, ils sont venus casser un truc. Ils ont ouvert une brèche, et en vrai, cette brèche-là, elle existe depuis longtemps dans le rap français. C'est juste que les gens s'en foutent, en fait. Mais parce que c'est pas de la musique qui est bankable. Voilà. Et le fait que Benjamin Epps, il ait réussi de leur grand shout-out à lui, qu'il ait réussi à rentrer dans la brèche et à rendre ce truc bankable, que les gens disent « Oh putain, le rap, le retour du vrai pur, etc. » Gros, moi je dis, je suis très content. Mais les mecs qui font du rap comme Benjamin Epps, ils existent déjà depuis longtemps. Mais oui, mais vous les calculez pas parce qu'ils sont pas bankable, c'est tout. Mais en fait, non, en fait, tu sais, ils sont pas. Ouais, ils sont pas. Mais ils sont juste pas bankable. C'est à eux de se rendre bankable en fait. Ah, mais. Ouais, mais c'est. Ouais, je suis d'accord. Mais ça reste complexe. Ça reste complexe. Pourquoi? Parce que. C'est une vision en fait. Ouais. Le truc qui se passe, ça veut dire que. Vu que le rap est un marché, on parle de trucs et tournants, tu vois, en fait, tu dois faire ta place. Bien sûr. Et en fait, tu dois travailler en vérité ton image. Mais tu vois pourquoi je parle de plafond de verre dans Saint-Jean-Hiver? C'est parce qu'à un moment donné, tu le ressens ce truc-là. Ouais. Malheureusement, tu ressens ce truc-là. Je suis cordon. Et tu sais que voilà, et tu sais comment que péter un plafond de verre, c'est pas la chose la plus facile à faire. C'est pas la chose la plus facile. Je suis cordon. C'est pour ça que je te dis que Benjamin Epps, il ouvre une brèche, et peut-être que grâce à ça, il se peut qu'il y ait d'autres mecs qui tirent leur épingle du jeu et qui ensuite se fassent voir, tu vois. Mais c'est sûr, c'est sûr, ça va fonctionner comme ça. Mais de toute façon, je pense que le rap a toujours fonctionné comme ça un peu. Je pense que t'as toujours eu à un moment donné un mec qui a pris un risque de fou malade. Genre, je sais pas, je pense à un mec comme Rose Kodash qui avant faisait que des refrains. C'est un truc qui se faisait pas trop. Et il a ouvert une brèche pour des mecs qui sont devenus que des spécialistes en hook en fait, tu vois. C'est des mecs comme ça. T'as Migos, c'est des mecs, tu vois, des mecs comme Migos, ils ont ouvert une brèche. T'as plein de mecs qui sont rentrés dedans. PNL, ils ont ouvert une brèche. Et t'as plein de mecs qui ont réussi à faire ce truc-là. Et c'est souvent des trucs comme ça dans le rap, c'est des phénomènes, tu vois. Genre Futur, il a ouvert une brèche tellement énorme, il a des enfants, même des Lil Wayne, des Young Thug, voilà, c'est ce que je veux dire. Justement, mais ce truc-là et tout, ça veut dire qu'en gros... Non, Lil Wayne... Il a ouvert une brèche, Lil Wayne. En fait, non, je pensais que t'avais dit Futur, il y avait... Non, Futur, Lil Wayne, Young Thug, etc. Ils ont tous ouvert une brèche. Ils ont tous ouvert des brèches, mais pour que tu sois la personne qui ouvre la brèche... J'ai peur, franchement. Faut être le mec le plus fort tu vois. T'as tout dit. Faut être le mec le plus fort du territoire pour ouvrir cette brèche-là. Exactement. Faut pas que tu sois dans le middle, dans le truc et tout. Faut que tu sois le mec le plus balèze de ouf. Mais de toute manière, en fait, t'es dans une activité où en fait on calcule pas quand t'es dans le middle. Après, je suis conscient aussi que voilà, faut être le plus fort, mais il y a un facteur chance aussi. Faut jamais oublier ça. Ouais. Le travail, oui, il faut travailler, faire de la musique et tout, mais il y a un facteur chance qui existe. Il se peut que tu sortes ce morceau-là à tel moment, que telle personne l'écoute à tel moment qu'il fasse que... Ah, mais oui, totalement. Il faut aligner les étoiles, il faut que les étoiles soient alignées pour que tout prenne. Que tout prenne, tu vois. Mais ce que j'ai envie de te dire également, c'est que peu importe en fait que ta chance en vérité, elle sonne maintenant ou bien dans 2 ans, le plus important en vérité, c'est que ta musique reste vraie et qu'elle soit bonne. Bien, voilà. Parce qu'on a également des exemples de personnes qui ont végété pendant plusieurs années dans le middle et qui aujourd'hui en vérité sont des pontes. Bah oui, bien sûr. Il y a plein de facteurs. En fait, il y a beaucoup de facteurs. Tu peux pas demander... Il y a des mecs qui mettent v'là le temps. Tu vois, les mecs ils ont mis des 10 ans, tu vois, des mecs comme Futur ils ont végété. Bah, totalement. Tu vois, des mecs de Griselda ils ont végété comme pas possible. Totalement, tu vois. Totalement. Et en plus, franchement, tu peux passer par là. Des mecs comme Griselda, franchement, si on prend en fait leurs exemples, qui pouvait imaginer qu'on allait écouter des mecs qui rappent, qui viennent de Buffalo? Personne. Parce que personne venait de Buffalo. Et parce que même là-bas, ils les écoutent pas. Même là-bas, au States, les gens n'écoutaient pas les mecs de Buffalo. Bah oui. Tu vois? Mais il y a un moment donné où, en fait, ils ont ramené un vent de fraîcheur. Ouais.
Et en fait, il y a des gros qui ont écouté, et en fait, bim, c'est parti, bouche à oreille. Tu vois, et c'est parti. C'est très bien. Et maintenant, t'as des mecs qui font du rap comme les mecs de Buffalo. Voilà. T'en as plein, que ce soit aux États-Unis, en France, ça commence à venir aussi. Voilà. Et ça va, tu vois, c'est une sorte de brèche. Voilà. T'ouvres une brèche, donc c'est ça. Donc c'est pour ça que je t'explique, je te dis que Griselda, c'est les petits en vérité du Wu. C'est ça en fait. Hein. Après le Wu, il y a le Deep. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, t'auras ta chance. Peut-être. Moi, je croise les doigts. Dans la logique. Faut continuer, hein. Faut continuer. Il faut envoyer. Après, tu sais, dans le rap, il n'y a pas beaucoup de logique. Des fois, il y a des trucs. Bon. Mais ouais, bien sûr, faut travailler. Attention, parce que tu sors pas beaucoup de clips, hein, mon type, hein. Tu sors pas beaucoup de clips, hein. Et pourquoi je sors pas beaucoup de clips? Ouais. Faut cracher de l'oseille pour se reconnaître, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est malheureusement, mais le jour où j'aurai une finance correcte où je pourrais faire des clips, je ferai des clips, tu vois. Ou alors je trouverais... En attendant, il faudrait... Donc c'est l'efficacité, en fait. Sortir 2 clips, mais vraiment les 1 ou 2 clips bien sûr. qui font mouche. Ouais, parce que... En tout cas, pour la deuxième partie où ça c'est un peu plus... introspectif, ouais. Voilà. En tout cas, il y a le texte pour... Ah, merci beaucoup. Il y a du texte, il y a du contenu quand même. Pendant un moment, tu dis, comment dirais-je, pas signé chez Foufoune Palace, mais j'en vois quand même des tueries. Ouais, c'est une référence. Je connais un rappeur qui s'appelle Turi qui... Merci. Chez Foufoune Palace. Et c'est un mec que je connais, que j'aime beaucoup de ouf. Et en fait, c'était juste ça, en fait. C'était juste un shout-out, un truc. Les mecs ici. C'est un peu... C'est ça que je fais. Moi, j'aime bien faire des... J'aime bien faire des jeux. Après, j'ai ralenti un peu sur ce projet-là. Des clins d'œil. Ouais, c'est des clins d'œil. C'est des jeux de mots, en fait. Moi, je suis un mec qui aime beaucoup faire des jeux de mots, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le rap. Après, sur ce projet-là, j'ai réduit un peu parce que je sais que ça peut devenir trop redondant. Je sais que moi, une fois que je suis dedans, après, vas-y, je fais que ça et ça peut devenir vite chiant parce que tu perds le sens du morceau. Mais ouais, c'était un shout-out, un jeu de mots. En fait, c'était un combiné de shout-out et d'un jeu de mots, tu vois. C'est pas Foufoune Palace qui te met un poteau et tout ça. Non, même pas. J'ai même pas. Shout-out d'ailleurs à Foufoune Palace, je pense à Luigi, Slomo et Turi et toute la bande. C'est des mecs que je kiffe, que j'ai déjà rencontrés, que je kiffe, mais il y a pas de ouais, j'ai essayé de rentrer là-bas, je me suis fait bâcher. Pas du tout, tu vois. C'est juste que vas-y, moi j'envoie des tueries et j'avais voulu faire une ref et vas-y, j'ai envoyé Foufoune Palace, tout simplement. Allez écouter Bleu Gospel d'ailleurs. Exactement, allez écouter Bleu Gospel, très important. Très lourd projet. Non, c'est clair. Hein. Donc, si tu donnes une note à Dax à ce projet. Une note Je vais contester la note. Tu peux contester, mais quand l'enseignant donne la note, il donne la note. Hein. Non, mais... Franchement, je vais mettre un 6 sur 10. Okay. Je mets un 6 sur 10. En disant que, en fait, moi je trouve qu'il y a vraiment un bon potentiel. Mais la première partie du projet, du moins les 3 premiers morceaux, je trouvais que ça manquait un petit peu d'efficacité. Okay. Mais il y a un truc que je comprends, c'est que en fait c'est un mec raffiné. Tu vois. Et souvent ça prend du temps en fait, ce genre de choses. Tu sais, lorsqu'en fait tu fais pas de la musique bête et méchante, tu vois. En fait, tu dois adapter, je pense, ta communication. Tu peux pas faire en fait une musique en fait qui est si enrichissante et si nourrissante en parlant en vérité à la masse. Ça fonctionne pas en fait, parce que les mecs te comprennent pas. Tu vois ? J'entends, yes. Ça veut dire que lorsqu'en fait tu veux parler en fait à tout le monde, il faut être efficace, il faut être bête et méchant. Mais lorsque tu commences en fait à être référencé, tu commences en fait à faire de la musique qui a du sens, qui a de la consistance, parle aux vrais gens en fait. C'est eux qui te relayeront. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Et donc c'est pour ça. Bon, je mets après, tu sais, pour moi c'est une question un peu éternelle de se dire est-ce que je fais de la musique pour la demande ou est-ce que je fais de la musique pour moi et c'est la demande qui vient ensuite, tu vois. À la base c'est pour toi. C'est pour toi que tu dois faire la musique parce que. Mais pendant longtemps je me suis posé cette question. Parce qu'en fait c'est toi le réel curseur en fait. Bien sûr. C'est toi le curseur et c'est toi qui dois amener les gens vers toi. Moi je me suis posé la question pendant longtemps et en fait ce projet là c'est de dire en fait je fais de la musique pour moi. Et en fait cette question là pour pouvoir répondre, en fait la question que tu dois te poser en fait c'est où est-ce que tu te situes. Yes. Es-tu un rappeur ou es-tu un artiste? Si t'es juste un rappeur. Ça c'est le truc. Mais réellement c'est ça. Moi c'est comme ça que je vois le truc. Si t'es juste un rappeur, dans ce cas-là fais les trucs en vérité qui fonctionnent. Mais un rappeur est un artiste.
Oui, un rappeur. Un rappeur peut être un artiste. Un rappeur est un artiste. Non, peut être un artiste. Est un artiste. Peut être un artiste. Mais un rappeur pratique un art. Automatiquement, c'est un artiste. Non, en fait, ça veut dire que, dans l'utilisation en fait du mot artiste, tu vois, on a le fait en fait de la recherche de quelque chose. Ouais, mais du coup, pas faire et refaire en vérité ce que les autres font, en fait. Mais en fait, tu vois, pour moi, faire le distinguo entre un rappeur et un artiste, ça réduit le rappeur juste à faire du rap. Mais parce qu'il y en a qui font que ça. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi... Et qui sont dans des codes et en fait qui sortent pas de ces codes-là. Donc ça veut dire que mais c'est pas réducteur. Hein. C'est juste les mettre en fait à leur place. C'est pas une honte, hein, juste un rappeur. Non, mais c'est juste les mettre à leur place. Moi, en fait, quand j'évoque ce débat-là, pour moi, c'est juste une question de logique. Un rappeur, c'est un mec qui pratique de la musique, on est d'accord. C'est un mec qui fait de la musique. La musique est un art, donc un rappeur pratique un art, on est d'accord. Mais... Jusque-là, tu me suis? Oui, mais... Donc, un mec qui pratique un art est un artiste. Ouais, mais en fait, dans ces raisonnements-là, en fait, on peut aller aussi dans des syllogismes. Ouais, mais... Tu vois, parce que ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est la définition en fait, que vous donnez maintenant. Dans les années 90, les rappeurs se ne considéraient pas comme artistes. Ils étaient rappeurs, en fait. Et d'ailleurs, les mecs le disaient que ça, à la base... Ah, mais ça, c'est leur problème de s'être catalogué dans ce truc-là. Mais c'est pas seulement eux d'ailleurs, c'est d'ailleurs même par définition. Ouais. Les gens, tu disais, le rap c'est pas de la musique. C'est pas de la musique. Mais après, eux, est-ce qu'ils se sont battus pour dire non, les gars, nous aussi on fait de l'art? Ou est-ce qu'ils se sont dit, ah, vous pensez qu'on fait pas de l'art? Ben on fait pas de l'art, les gars. Tu vois, il y a aussi ce truc-là. Est-ce qu'ils devaient forcément être dans cette bagarre-là? Ou alors ils faisaient leur truc à eux. Peut-être qu'ils auraient dû être dans cette bagarre-là. Parce que moi j'entends ce que tu dis et je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Mais dans la logique des choses, moi, j'aime pas ce truc un peu réducteur de dire, ouais, il y a des mecs... Et en fait, que maintenant, des rappeurs aujourd'hui se disent, ouais, moi, je fais plus du rap, je suis un artiste. Pourquoi? Parce que tu bosses sur des prods un peu plus acoustiques, etc. Ça veut rien dire, tu vois. En fait, le fait d'être c'est un travail, en fait. Le fait de se coller, en fait, l'étiquette, en fait, d'artiste... c'est le fait de dire en fait d'expérimenter autre chose et faire évoluer ta musique et non rester en fait dans ces codes là. Mais ça veut dire que ce débat là, les mecs pensaient pas en vérité que y a que dans le rap. Mais moi si je ne pensez pas qu'il y a que dans le rap. Ça veut dire que tu vas dans d'autres styles de musique, on va dire que toi t'es juste un jazzman ou toi t'es un artiste. Parce qu'en vérité il y a un moment donné où en fait dans ta musique, tu vas apporter quelque chose qui vont bouger des codes ou bien qui vont faire évoluer le truc et l'élargir. C'est juste dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ceux qui essaient, ils n'y arrivent pas forcément. Voilà, c'est ça. C'est juste dans ce sens-là. Et j'ai envie de te dire de manière en fait factuelle, en fait que on fait ce distinguo-là parce que il y a des codes en fait qui sont établis et il y a des mecs en fait qui font très bien ces codes-là. On dit pas que ce sont pas des mauvais rappeurs. Hein. Ouais, bien sûr. Ils font de la bonne musique, il n'y a pas de problème. Mais en fait, si tu les enlèves de ces codes-là, ils sont perdus. Et en fait, on va catégoriser en fait des mecs artistes, les mecs en fait qui vont être capables en vérité d'aller autre part. Ah, c'est ça. Tu vois, et c'est pas tout le monde qui peut aller autre part. Voilà, et à partir de ce moment-là, quand tu es capable en vérité d'aller autre part, c'est parce qu'en vérité, tu n'écoutes pas spécialement en vérité ce qui fonctionne, ce qui marche pas. Tu vas autre part pour toi, ou pour les gens, pour l'industrie, comment ça? En fait, ce que je veux dire, tu sais... Parce que moi, si je prends ce que, si je m'ai tout coupé, si je prends ce que tu dis, si je prends moi mon DBZ2 et je prends DBZ 3.0, l'évolution elle est tellement énorme qu'aujourd'hui je peux dire ouais, je suis un artiste. Mais justement, ta définition. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais moi, même quand je sors DBZ 2.0, je suis un artiste par rapport à ma logique. Mais en fait, j'entends ta logique de surpassement, etc. Mais pour moi, c'est juste, tu passes d'un artiste à un artiste plus, tu vois. Je pense qu'il faut pas cantonner les rappeurs à juste être des rappeurs. Pour moi, un rappeur, s'il a envie de faire plein de choses, il sait faire plein de choses, tu vois. Tout le monde essaie pas de faire plein de choses. Les mecs, faut arrêter. Il y a des mecs qui savent pas faire. Ça saurait, tout le monde peut faire les choses. Il y a des mecs qui savent pas faire ou qui veulent pas faire, tu vois. Ah mais après ça peut être aussi un choix. Hein. Ça peut aussi être un choix. Il y a des gens pour qui c'est un choix. Mais dans ce cas-là, quand pour eux c'est des choix, tu vois, en fait, ce sont juste des rappeurs. D'ailleurs, on parlait du grand monsieur tout à l'heure, là, ce qu'il a un peu coûté dans sa deuxième partie de carrière, c'est qu'il a essayé des choses qui n'ont pas toujours forcément fonctionné. Qui ont été mal perçues, ouais. Voilà. Non, parce que c'était aussi, il y avait des moments où c'était mal fait aussi. C'était pas maîtrisé. Donc, d'après toi, comment tu sens le ressenti de son projet, le double Zulu? Est-ce que
tu peux le considérer comme un rappeur ou un artiste? Ah, c'est ça la bonne question. Bah, le problème. Ça flingue, ça flingue. Direct, ouais. Comment tu vois les choses? Le problème, c'est qu'il a brouillé les pistes. Elle a brouillé. Je suis comme Adax. En fait, moi, Je vois que je dis vite, c'est un rappeur ou c'est un artiste. Là, tu parles chinois. La première partie, c'est du rap, la deuxième partie, c'est de l'art. À ce temps-ci, comment tu te considères à son niveau? moi, je le vois artiste par rapport à la deuxième partie de l'album. Ah, voilà. Artiste. Mais après, ouais, artiste. Artiste. Ok. Adax. Moi, je te dis, moi, je le vois comme un artiste, en fait. Artiste. Mais après, J'ai step up. Moi, je le vois comme artiste. Après, il y a aussi un problème de direction artistique, dans le sens où, sur le fond, la direction artistique, elle est claire, notamment, comme je te disais tout à l'heure, au niveau des textes, Voilà. au niveau des contenus. Après, c'est la forme artistique qui a un peu brouillé les pistes, où au début, tu étais plus sur des trucs, comme disait Adax, qui tendaient sur des bangers, Ouais. mais qui étaient presque, mais pas tout à fait. Et la deuxième partie, on sent plus de... Ouais. Mais ça, c'était totalement voulu, il n'y a pas eu de... Tu vois, c'était... J'ai fait... En fait, pour vous raconter l'histoire, quand je fais la tracklist, pour moi, j'ai une évidence qui apparaît. Parce qu'en fait, le mec qui a produit le premier morceau, c'est aussi le mec qui a produit le dernier morceau. Si t'enlèves le bonus track, si tu mets les 9 morceaux, le mec qui a produit Ça par les Popettes, c'est le même qui a produit L'Outro. Ouais, on peut le croire. Ouais. Tu vois, le mec qui a produit le deuxième morceau et le 8ème, c'est différent, mais en fait, il y a un effet sablier en fait qui a été fait. C'est du hasard. Je me suis rendu compte en fait en écoutant les morceaux, je me suis dit putain, c'est marrant, le mec qui a fait l'outro, c'est-à-dire si je mets Ça par les Popettes en intro, ça fait un truc, si je mets tac, là il y a un morceau. J'ai fait une stratégie et même en termes de sonorité, pour moi ça sonnait bien et je me suis dit bah tu sais quoi, vas-y viens on part sur ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Mais écoute, mon type, hein, tu t'es bien défendu, hein, par les gars. C'était la guerre ici, hein. C'est la guerre. Non, normal. les gars, vous êtes... C'est normal. Non, vous êtes dangereux ici. C'est normal. Mais on veut que l'artiste ne vienne pas pour rien. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien parce que c'est bien. Moi, ça me challenge, tu vois. J'aime bien. Et je défends aussi ma poire, tu vois. C'est bon. C'est important. C'est ça qui donne la valeur à ton projet. Ouais, bien sûr. En fait, il faut pas que on est rentré un peu dans un truc de complaisance où tout le monde est un peu béni oui sur les projets. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Cette histoire, franchement. C'est ce que je veux dire. Et moi personnellement, je suis hyper fier de mon projet. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas l'apprécier comme moi je l'apprécie. Et on peut en débattre, j'ai pas trop de bien avec ça. Ça. Je veux pas rentrer dans une colère en mode ah les bâtards ils ont pas aimé. Tu vois là je vais sortir, je vais pas dire ah les bâtards ils ont pas aimé mon projet. Je veux pas relayer, tu vois ce que je veux dire. Non, mais on s'en fout. Zulu, t'es prêt. Là, t'es sorti d'ici, là, tu peux aller n'importe où. T'es prêt. Non, franchement, ça fait plaisir parce que. C'est constructif, hein, tu vois, je veux dire. Ouais, bien sûr. C'est pas des mecs qui arrivent et disent non, j'aime pas parce que j'aime pas ton flow. Voilà. Non, pas du tout. Tu parles en lingala, je comprends pas ce que tu racontes. Ton projet, on l'a écouté, on l'a décortiqué. Ah, ça tue. Non, mais c'est bien. On t'a invité, c'est que de base, on apprécie ce que tu fais. Merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas, les gars. Les artistes qu'on n'apprécie pas, on les invite pas. On débat même pas. Bon, ben ça fait plaisir. C'est même mieux. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Parce que c'est compliqué, tu vois déjà comment on est là. Si on n'aime pas ce que tu fais, tu vois, ça va ressembler à un guet-apens, tu vois.